Enfin, j'ai même pas envie de vous faire état de l'ensemble des difficultés que j'ai pu rencontrer et que je vais continuer à rencontrer. Et bon, pourtant, je n'ai aucune démarche politique. Tel n'est pas mon dessein. C'est vraiment loin de mon esprit. Mais oui, j'ai essuyé non seulement beaucoup de censure, mais également mon site a été hacké, la cagnotte a été piratée. Bref, beaucoup d'ennuis. Mais je continue. Est-ce que vous avez publié les textes de vos excellents intervenants qui sont rayonnants disons, d'humanité et d'intelligence? Ça, je vous félicite. Et puis, donc, et par ailleurs, il est remarquable qu'il se présente toujours dans un contexte de nature magnifique et de ruissellement partout d'une eau qui, en ce moment, dont le ciel, en quelque sorte, nous prive en ce moment, et il a fermé ses écluses. Le titre du Var Matin d'hier, c'était « Vivre avec la sécheresse ». Et effectivement, on est dans un monde qui considère maintenant qu'il faut falloir simplement gérer, hein, parce que vivre avec la sécheresse, ça veut dire accepter finalement que la situation où nous sommes. Et donc, mon idée, c'est que, et je vous encourage vivement à continuer, c'est qu'il y a une urgence peut-être qui est plus grande que celle que vous présentez, et qu'on va se trouver, si vous voulez, dans une prise de conscience beaucoup plus rapide que celle que vous avez esquissée, et à cause de ce phénomène de sécheresse qui dépasse largement toutes les prévisions les plus pessimistes du GIEC. Donc, la seule chose que je vous engage à poursuivre, bien entendu, si ce film doit avoir encore des prolongements. Vous avez d'ailleurs, sur le plan du Covid, j'ai lu récemment un livre d'un médecin qui s'appelle Alice Desbioles, Réparer la santé, qui traite de ces problèmes, disons, de comportement qui traite le livre d'Alice Desbioles. Je ne sais pas si vous connaissez ce médecin qui vient de sortir, qui s'appelle Réparer la santé, et qui traite justement, qui fait une démonstration, disons, très intéressante sur justement le fait que la Suède, qui n'a pas confiné, qui n'a pas fermé ses écoles, représente un espèce de test, de contre-test, si vous voulez, et que les simulations qui ont été faites par les organismes qu'on connaît, là, tous les comités Théodule, etc., en fait, les simulations qui ont été faites sont de 6 fois supérieures à la réalité des décès qui sont lus dans un pays comme la Suède, qui n'a ni confiné, ni fermé ses écoles, etc. Ouais. Donc, je pense que là, il y a un test intéressant, une espèce de test médical, en quelque sorte, in vivo, très intéressant à relever. Par ailleurs, je pense que le livre qui est plutôt généraliste sur la question technoscientifique, le livre de polytechnicien sur l'intelligence artificielle, qui est sous-titré « La nouvelle barbarie », est également extrêmement, va tout à fait dans le sens de ce que vous êtes en train d'exposer, je vous le conseille. Merci beaucoup. Alors, il y avait plusieurs questions. Donc la première, est-ce que les textes vont être édités? Je l'espère, et je suis en train de travailler justement à la rédaction pour les éditions Très Daniel, puisque nombre de mes intervenants, et Marc, je l'espère, en fait partie, puisqu'il devrait normalement aussi avoir un livre publié prochainement chez Très Daniel, mais il y aura le recueil la
quintessence de ces entretiens qui sera contenu dans un livre qui paraîtra chez Très Daniel. Et par ailleurs, il va y avoir des podcasts, donc il faut vivre avec son temps aussi, le podcast de l'ensemble de mes entretiens avec chacun de ces intervenants, tout en sachant que moi j'ai abordé chacun des intervenants dans le contexte d'une série, la série qui s'intitule Wake Up. Donc là vous venez de voir le premier épisode, la crise est une opportunité de changement, et ensuite c'est décliné sur le fait que tout est information, que tout est vibration, que tout est fréquence, que tout est énergie et que tout est amour. Et pour chacune de ces déclinaisons, eh bien, il y aura un épisode qui devrait être consacré, mais il est encore loin de la coupe aux lèvres, tandis que là, je ne suis même pas remboursé de tout ce que j'ai dépensé depuis bientôt 3 ans. Et je ne me suis même d'ailleurs pas payé parce que j'ai estimé qu'il était plus important de faire ce film quitte à éprouver des difficultés, même conjugales, plutôt que de rester les bras ballants. Par rapport à l'autre question que vous avez soulevée relative à l'eau, donc l'eau, c'était pour aussi autant de suggestions, de propositions des intervenants sont pour moi comme des rivières. Et c'est une métaphore ensuite qui mène à l'océan pour la grande ouverture. Quant à la problématique de l'eau, il faut se méfier non seulement des propos que peut tenir le GIEC, qui se base sur des projections et sur des modèles informatiques, qui là aussi, je pense, peuvent être critiquables, sinon déjà critiqués. Et de catastrophisme, moi je n'en veux point. Notre civilisation, ainsi que d'autres civilisations, se sont faites aussi avec des aléas climatiques. La sécheresse, moi elle est toute relative parce que je suis également agriculteur et j'ai eu la chance, la ferme est en contrebas de la montagne de Lure. J'ai plus d'eau cette année que toutes les années précédentes, ça remonte à au moins 7 ans. Donc il faut se méfier des généralités et le fait de tout englober. La problématique associée à l'eau est pour moi totalement différente. On se sert de l'eau avec une approche chimique, on se sert de l'eau, pardonnez-moi, mais pour évacuer nos besoins, alors que l'eau est sacrée. Et on a perdu totalement la notion du sacré aussi relative à l'eau. L'eau, c'est celle du baptême, entre autres. Il y a l'eau et Saint-Mémoire, et Marc est là pour en témoigner plus que quiconque. Et au-delà de ces problématiques, puisque vous avez cité le GIEC, eh bien le GIEC est financé par les mêmes qui veulent ou qui ont voulu nous terroriser avec le Covid. Donc je serai, quant à moi, très mesuré par rapport à cette approche. Peut-être que tu veux dire quelque chose, Marc ? Sur le GIEC, je veux dire qu'on essaye de nous faire avaler que c'est en fait l'être humain qui est responsable du changement climatique. Moi, quand je vois les forces de la nature, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit l'être humain qui soit responsable de tout ça. C'est plutôt des forces cosmiques, la position du soleil, des choses comme ça. Croire que nous, même si on est 10 milliards, on va influer sur une planète qui, par son climat, je crois que c'est plus pour des raisons politiques, essentiellement. Parce qu'on veut faire passer autre chose là derrière. Pour le Covid, on a voulu faire passer que les vaccins étaient la solution idéale. Et pour le climat, évidemment, on entretient, à mon avis, quelque chose aussi une peur pour amener quelque chose qui est comment on va gérer l'eau dans le futur. Justement, moi j'avais une question sur la géo-ingénierie. Je suis là. Oui, pardon. Je voulais savoir si dans un prochain film, vous
pensiez aborder aussi ce sujet, enfin c'est peut-être pas encore dans vos projets, mais la géo-ingénierie, les chemtrails, tout ça, on en parle de plus en plus. Il suffit qu'on regarde le ciel pour voir qu'on a un ciel qui ressemble plus du tout à ce qu'on a connu quand on était enfant, qu'on nous balance des tas de métaux lourds, qu'il y en a partout maintenant. Voilà, ça c'est aussi un sujet qui me semble important. L'eau, effectivement, on va nous la vendre de plus en plus cher, comme l'air, comme tout maintenant, tout ce qui est naturel, tout ce qui nous fait vivre en fait. Donc il y a quand même une volonté derrière tout ça de nous orienter dans une espèce d'enfermement à tous les niveaux, et les gens y croient. Et ça fonctionne, Et moi j'avais une question en ce qui concerne, on parlait des salles de distribution du film. Est-ce que, j'imagine que vous avez essayé auprès des grandes villes, enfin c'est une question que je pose, les petites salles de quartier, puisqu'il y en a beaucoup à Paris, à Lyon, enfin il y a beaucoup d'endroits où ils pourraient être diffusés. Est-ce que vous avez fait les démarches, et quel est le retour si c'est le cas? Alors, le fait d'évoquer la géo-ingénierie, de toute façon, ça va apparaître aussi en filigrane, étant donné que c'est encore une démonstration du fait qu'il y a un prédateur qui est l'homme qui veut maîtriser la nature. La géo-ingénierie ne date pas d'aujourd'hui. Vous connaissez bien évidemment les organismes tels que HARP, mais il y a aussi la même chose chez les Russes, il y a la même chose chez les Chinois. Même si c'était couvert de soi-disant bonnes intentions, comme toujours, eh bien, on se rend compte que d'abord, c'est une technologie qui était d'abord militaire, et ensuite, il y a quelques élus américains, pour ne pas les nommer, qui en 1975, puis après en 1978, ont tenté de légiférer. Ça n'a pas abouti. Il semblerait aussi que les compagnies low cost aient pu plus facilement absorber et équilibrer leur budget en vendant des billets à 5 € ou à 25 € en contrepartie de dépendre certains produits. Alors il est vrai que ça peut paraître être une formidable intention que de vouloir tenter de faire pleuvoir à un endroit parce qu'on est dans le désert de Libye ou on est dans le désert de la Namibie, que sais-je. Toutefois, c'est encore la preuve de l'orgueil humain, de mon point de vue, et de l'illusion qu'il peut avoir de maîtriser la création. J'en parlerai évidemment, je vous le dis en filigrane, mais ma démarche n'est pas de dénoncer, il y en a d'autres qui le font, il y a des journalistes normalement qui font leur boulot, je crois savoir, oui, certains. Et je crois savoir aussi que un journaliste qui travaillait avec mon ex-coproducteur Pierre Barnerias, qui avait commencé à faire aussi un documentaire là-dessus, je ne sais pas où il en est, parce que je crois savoir aussi qu'ils sont un peu embrouillés et séparés, donc normalement il devrait y avoir un documentaire, en tout cas qui est dans le tube, comme on dit, qui devrait voir le jour. Après, par rapport aux salles, j'ai commencé à faire les démarches auprès des salles au mois de mars. Et il y a, comme vous pouvez vous y attendre, aussi bien des gens qui n'ont absolument rien à faire, parce que de toute façon, il y a un véritable problème aussi au sein des salles de cinéma, parce que il faut aussi que les exploitants puissent amorcer le contre-coup du Covid, des interdictions et des fermetures du Covid. Et ils cherchent à se spécialiser dans des gros blockbusters, et donc seules quelques petites salles d'art et d'essai comme celle-ci peuvent se permettre, et s'il y a aussi l'ouverture d'esprit de l'exploitant. Moi je dis que ce sera toujours le bon moment, et même si aujourd'hui j'ai fait des démarches auprès
du maximum de salles. J'ai pris l'annuaire du CNC et j'ai envoyé à absolument tout le monde mon projet en leur proposant de mettre à disposition le visionnage du film. Pour l'instant, j'ai eu assez peu de retours, mais une fois qu'il n'y a que le premier pas qui coûte, dit l'adage, mais maintenant que le premier pas est fait, tout à l'heure, alors que nous étions en ville avec Marc, j'ai reçu un message d'un exploitant à côté de Brignoles, voilà, qui veut mon film, puis encore un autre du côté de Carqueiranne. Bref, donc voilà, je ne vais... c'est un petit peu comme le climat, je suis humble et je me fais petit face à la nature, et cette fois-ci c'est la nature humaine. Bonsoir, messieurs. Pardon, oui. Je vous remercie pour votre film, qui était très agréable. Et vous êtes rentré, vous avez abordé le thème de la composition du vaccin un petit peu en détail. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires, notamment, alors je ne sais pas si vous connaissez le collectif Next Dose, qui font des analyses de vaccins et qui auraient déterminé, donc pas seulement eux, mais dans plusieurs pays d'Europe, dans la composition de quasiment tous les vaccins, une nanotechnologie de systèmes qui sont déjà utilisés depuis plusieurs années, d'ailleurs, qui sont fonctionnels, et dont on trouverait des nanorobots, nanorouteurs intégrés au vaccin, en plus de certaines compositions, par exemple de parasites VIH, ou qui détruisent l'immunité, dont vous avez parlé dans le film. Est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus? Et je pense que c'est un sujet qui mérite d'être approfondi, vraiment pour savoir exactement ce qui est intégré dans les vaccins. Voilà. Je vous remercie, messieurs. Ouais, je t'en prie. Alors là, je vous remercie pour votre question. Vous touchez à un problème qui est pas simple et que je vais essayer un petit peu d'éclaircir certains points. Tout d'abord, quand j'ai démarré en recherche, j'ai démarré dans les années 80, la nanotechnologie n'existait pas encore. J'ai fait partie de ceux qui ont développé la nanotechnologie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les nanoparticules. Alors ça, c'était très bien, les nanoparticules, mais moi, mon rôle en tant que chimiste, c'était de les faire, ces nanoparticules. Et qui c'est qui nous demandait de les faire? C'était évidemment l'industrie. Et quand vous êtes sous mandat de l'industrie, donc il y a des contrats qui sont établis, et il y a des clauses de confidentialité. Donc ça, c'est le gros problème qu'on a avec les vaccins. Je pense qu'il y a de la nanotechnologie dedans, parce que de toute façon, maintenant, depuis que j'ai démarré, ça fait plus de 40 ans, et que ça m'étonnerait qu'en 40 ans, on n'ait pas imaginé de mettre de la nanotechnologie pour la biologie. Je sais qu'on a mis de la nanotechnologie, par exemple, dans l'électronique. C'est pour tous vos téléphones. Et même récemment, je suis allé, donc, comme je t'ai dit, j'ai eu des problèmes de santé, et j'ai vu des appareillages absolument fantastiques dans les hôpitaux, qui sont tous basés sur des supraconducteurs et des nanotechnologies. Donc la nanotechnologie, il ne faut pas cracher dessus, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant et qui permet de miniaturiser. Et c'est là où on arrive sur le problème, c'est que quel est le prototype de la chose miniaturisée, c'est la cellule. La cellule est de la nanotechnologie. Et donc on ne peut pas imaginer que des industriels ne rêvent pas de mettre dans cette cellule qui est déjà de la nanotechnologie naturelle, qui est la conséquence de l'évolution de la vie sur Terre, de mettre la patte de l'homme. Je pense qu'il y a forcément de la nanotechnologie, mais le problème qu'on a, c'est qu'on tombe sur les secrets industriels. C'est-à-dire qu'il y a des clauses de secret. Ceux qui mettent de la nanotechnologie sont tenus de ne pas révéler ce qu'ils mettent. Et c'est là où, par contre, la seule solution, enfin, à mon point de vue, c'est le pouvoir politique.
qui, lui, devrait pouvoir exiger que ces choses-là sont rendues publiques, qu'on sache exactement ce qu'il y a dans ces vaccins. Et comme vous le voyez, le pouvoir politique est aujourd'hui très imbriqué avec les industriels. Et donc, vous voyez la nature du problème. C'est qu'il faudrait que des instances indépendantes, je ne sais pas, peut-être que Christophe en connaît, agissent pour qu'on oblige cette levée de secrets industriels. Parce que tant que les secrets sont là, après, c'est des problèmes juridiques. Et les gens préfèrent ne pas être condamnés. Donc, on est dans cette situation de pourrissement. Mais retenez bien qu'une cellule, c'est déjà de la nanotechnologie. Merci à vous. Bonsoir. J'aurais voulu savoir une chose par rapport au film. En fait, j'étais touchée par les images et j'étais un peu frustrée parce que j'ai trouvé que le générique il passait vachement vite et j'ai pas pu lire d'informations concernant ces images, sinon qu'elles étaient d'archives de Grenoble. Et j'aurais aimé savoir quel paysage était représenté. Donc j'ai entendu autour du lac majeur vers Milan. Et il y avait c'est ce que j'ai compris, j'ai reconnu des endroits en Provence, à Marseille. Donc ça c'est une question. Et après l'autre question, moi je travaille dans le domaine de la musique et du chant. Et je m'intéresse du coup à tout ce qui est forcément vibration et fréquence, sans être en maîtrise théorique de ça, sinon plus intuitive et expérientielle. Et j'aurais aimé savoir si ça va être abordé aussi sous l'angle artistique dans les prochains épisodes, on va dire. Ça, c'est un peu une question. Et puis, du coup, je m'y intéresse aussi d'un point de vue de la santé et comment on peut, par les ondes et par... notamment, moi, j'ai une entrée hyper intuitive et assez ressentie, mais comment, par le domaine des ondes, on va pouvoir amener des fréquences et du coup amener du soin. Alors, je suis allée voir un peu des vidéos, biorésonance et des choses comme ça. C'est pas mon domaine de maîtrise, du coup, j'ai pas les vocabulaires et tout ça, mais je sens qu'on touche un grand domaine. Oui, et un domaine de prédilection pour Marc. Donc je lui passerai le micro pour la deuxième partie. Alors les images, je les ai tournées parce que je suis un promeneur solitaire aussi, et j'aime beaucoup la nature. Donc le lac majeur, j'y serais bien allé. Mais ouais. C'est vrai qu'il neige en ce moment là-bas. Non, ce sont des lacs qui sont dans le Briançonnais parce que je vais souvent grimper là-bas. Je fais pas mal de montagnes. Il y a aussi des images qui sont prises en Suisse parce qu'en étant allé faire l'interview d'Edouard, je suis allé sur évidemment le lac Léman et le lac de Flûte, le lac qui est au-dessus, vers le lac de Joux. Voilà. Comme j'habite la région, je sillonne assez souvent. Par exemple, ce matin, je me suis levé à 6h du matin parce qu'il avait plu hier et qu'il faisait beau. Donc, dans la nature, c'était absolument merveilleux puisqu'il y avait une profondeur. Et il y avait donc ce que je recherche, c'est-à-dire l'intelligence qui transparaît un petit peu partout, pour ne pas dire autre chose que l'on pourrait aussi qualifier de conscience. Mais voilà, c'est en fait des images que je prends, même là, pour venir ici, j'ai pied, caméra avec moi dans la voiture, même quand je me balade à vélo ou avec mon sac à dos en rando, j'ai toujours ma caméra avec moi, les images de montagne, c'est parce que je suis en train de faire une rando et donc je me pavoise devant un endroit et voilà, je le filme parce que je suis ému et donc je suis content que cette émotion transparaisse et vous touche aussi. Et maintenant, par rapport à la musique, pour passer le micro à mon ami Marc, je reprendrai ce que disait la Bible, et puis d'ailleurs,
Je l'avais interrogé là-dessus. Et la Bible commence par au début était le Verbe. Et pour moi, je l'interprète comme étant au début était le son. Oui, alors, je vous remercie beaucoup de me donner l'opportunité de parler de ce sujet qui me passionne. La fréquence, les vibrations. Bon, je pense que vous savez tous qu'il y a les travaux de Nikola Tesla qui disait que tout est vibration. Je suis un peu gêné parce que je crois qu'on déforme beaucoup ce qu'il a dit. C'est quand même quelqu'un qui a vécu au 19e siècle. Et c'est trop facile aujourd'hui de dire « Ah ben il a dit ça, il a dit ça ». C'est très difficile de vérifier. Moi, je suis un scientifique et quand on me dit quelque chose, je fonce sur Internet, je fonce dans les livres. Et si je ne retrouve pas ce qui est dit, je reste très sceptique. Voilà. Certaines personnes développent cette hypersensibilité. Là, on touche à un problème crucial de la médecine, c'est qu'il n'y a pas deux malades qui sont identiques. On aimerait que tous les malades soient les mêmes, mais non, chaque être humain a ses caractéristiques, et on ne sait pas encore pourquoi, du moins moi je ne sais pas encore pourquoi certaines personnes développent cette forme d'électrosensibilité, d'hyper-électrosensibilité, alors que d'autres comme moi, par exemple, et heureusement parce qu'on m'a mis en 2005 un pacemaker, donc si j'étais sensible aux ondes électromagnétiques, ce serait une catastrophe. Fort heureusement, je ne suis pas sensible. Je peux vivre dans des champs électromagnétiques et ça ne perturbe pas outre mesure. Par contre, oui, je connais d'autres personnes qui, ne serait-ce que rentrer dans la pièce, ils savent déjà où sont tous les appareils. Ils n'ont même pas besoin de... Ils savent localiser ça par leur corps. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on ne sait pas très bien pourquoi. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas pourquoi qu'il ne faut pas faire attention. Je trouve que les pouvoirs publics sont très légers par rapport au développement de ces technologies 4G, 5G et surtout 6G, parce que c'est pas tellement que on est électrosensible, c'est surtout que par rapport à la 5G par exemple, c'est qu'au lieu d'avoir des ondes, comme on appelle continues, on a des ondes pulsées. Et les ondes pulsées sont toujours beaucoup plus toxiques que les ondes continues. Donc ça, c'est des choses qu'on devrait vraiment prendre au sérieux. Et je suis assez stupéfait de voir que les pouvoirs publics se soucient très peu de ce problème. Et comme j'étais en hôpital pendant un mois, j'ai été très surpris puisque j'ai été hospitalisé une première fois en 2005. Et en 2005, il y avait des panneaux partout, pas de téléphone portable. C'était barré, panneau interdiction. Cette année, là, en 2023, tout le monde a un téléphone portable, y compris dans les blocs opératoires. Voilà, donc on est très léger là-dessus, c'est un vrai problème. Il faudrait que les pouvoirs politiques prennent le problème à bras-le-corps. Mais comme il y a d'autres problèmes qui ne prennent pas, là, je crois qu'on est exactement comme le décrit le film de Christophe. Moi, j'aimerais bien revenir là-dessus. On est dans une crise. Et ce n'est pas qu'une crise sanitaire. C'est une crise à tous les niveaux. Et on va sortir de cette crise, j'en suis persuadé. On n'en sortira pas par la tête, mais par le cœur. C'est comme ça qu'on arrivera à vaincre. Mais en attendant, on est dans cette période de chaos qui signe toujours le passage d'un paradigme à un autre. Bonsoir. Jean-Louis, 70 ans, non vacciné, survivant. Alors, j'ai une question et une suggestion. La question, c'est sur le sujet précis de l'ARN. Il y a la généticienne française Marion Code qui a sorti un bouquin très intéressant là-dessus. Est-ce qu'elle a refusé de participer parce qu'elle a eu peur, ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas pu la joindre? Non, du tout. Et après avoir fait hold up, la question des vaccins, je voulais vraiment prendre un zoom out, comme on dit,
c'est-à-dire avoir une vision beaucoup plus globale sur la notion de vaccination. Ensuite, je pense que, et d'ailleurs le comité scientifique indépendant se réunit entre autres la semaine prochaine avec Alexandra. Il y a autour de la vaccination quelque chose d'extrêmement important qu'on relate assez rarement. C'est-à-dire c'est l'injection. Oui, là je me permets de t'interrompre, excuse-moi. J'aimerais qu'on arrête de parler de vaccination pour l'ARN messager. C'est une expérimentation génétique. Ce n'est pas une vaccination. Alors, je suis désolé. Moi, à chaque fois qu'on emploie un terme en dévoyant son sens, je vois rouge. Là, qu'il soit clair que cette histoire d'injection génétique ARN messager est une manipulation qui s'apparente aux OGM. Voilà, ça c'est la vérité scientifique. Alors, libre à vous de continuer à parler de vaccination, mais si vous embrouillez les cartes comme ça, après il ne faut pas s'étonner si on ne comprend plus grand-chose. Je voulais avant toute chose, faire le point sur la notion même de vaccination. Non, de la vraie vaccination. Hein, là, la polio et tous les exemples que ces éminents médecins évoquent tendraient, et même les faits qui sont têtus, tendraient à démontrer que la vaccination n'a eu aucune incidence sur l'éradication des épidémies. Par rapport à cette expérimentation génique, c'est pas le thème de Wake Up. C'est pas le thème. Et maintenant, là où je voulais aussi en venir, c'est que par rapport donc à l'injection, en règle générale, quel que soit le produit qui soit injecté, il y a toujours entre 2 et 5% de conséquences néfastes, tout simplement parce que au lieu d'injecter dans le muscle, on injecte dans des vaisseaux. Et la précaution normalement qui mérite d'être prise, est de faire une pré-injection pour voir s'il y a du sang qui monte ou pas. Ça fait partie normalement des protocoles chez tout médecin et chez tout infirmier avant de faire quelque injection que ce soit en intramusculaire. Ensuite, la rapidité d'injection, plus on va injecter rapidement, plus il va y avoir beaucoup de produits et qui, de surcroît, s'il est dans un vaisseau, ensuite, ça mène beaucoup plus facilement à des problèmes de thrombose. Donc, préalablement à tout discours par rapport à l'ARN messager, moi, je tiens à dire que, avant toute chose, il faut reprendre aussi les principes de précaution qui n'ont absolument pas été observés pendant ces campagnes d'injection expérimentale. Voilà. Donc ça, c'est aussi vachement important. Et Alexandra travaille avec un de mes amis, Marc Girardot, qui est là, et qui, lui, est devenu quasiment le spécialiste mondial de cette question qui est extrêmement importante, parce que ARN messager, graphène ou pas, sur les centaines de millions de personnes qui ont été injectées, entre 2 et 5%, je ne sais pas si vous imaginez l'hécatombe que ça peut représenter, en gros c'est entre 13 et 15 millions de morts. Alors je peux compléter ce que dit Christophe, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Alexandra. Et puis comme elle n'est pas là, je peux peut-être un petit peu parler à sa place, parce que j'ai un peu regardé ça de près. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je me suis présenté,
que j'avais perdu foi en la science. Mais vraiment, c'est-à-dire, cette crise du Covid-19 m'a interrogé sur mon métier de scientifique. Et pourquoi? C'est justement à cause de cette histoire d'injection génétique, parce que j'ai toujours vécu à l'université avec l'idée, ce qu'on appelle le dogme de la biologie moléculaire, c'est que pour fabriquer une protéine, il faut lire de l'ADN. Et si on veut faire des transferts d'informations dans une cellule, on utilise de l'ARN. Et il y avait un dogme, c'est que l'ARN ne s'insère jamais dans l'ADN. C'était ce que j'ai appris à l'école, et que tout le monde aurait dû se méfier. Sauf que la recherche, évidemment, progresse, et que quand je me suis intéressé au sujet, j'ai lu des publications, et j'ai vu qu'il existait une enzyme, une protéine qui s'appelle transcriptase inverse. Et ça, c'était connu. C'est connu depuis à peu près une vingtaine d'années, que si vous mettez de l'ARN dans une transcriptase inverse, vous créez de l'ADN. Et que fait de l'ADN quand il est libéré dans le corps? Il vient s'insérer dans les gènes que vous avez. Donc, ce qui m'a fait complètement disjoncter par rapport à la science, c'est qu'on savait très bien, en injectant de l'ARN messager, que si jamais il y avait une transcriptase inverse qui traînait quelque part, ça allait se coller dans l'ADN. Et prendre un risque de cette nature à l'échelle mondiale, c'est plus de la science. Ça, c'est du criminel. Criminel. Parce qu'on va modifier le génome d'une personne. Et quand vous savez comment ça se passe quand on modifie le génome, on le sait pourquoi, mais parce qu'on a eu tout ce développement de la radioactivité, où les rayons sont capables de briser les gènes, et quand les gènes sont brisés, ils se réorganisent. Ça se ressoude, mais évidemment, je ne vous dis pas les dégâts. Et donc c'est ça que je n'ai pas compris, comment on a pu développer ce genre de technologie, et en plus appeler ça un vaccin. J'espère que ça n'a rien à voir avec un vaccin. On ne vous injecte pas un fragment d'un virus, on vous injecte quelque chose qui est synthétique, fabriqué en laboratoire. Alors j'en profite pour vous dire aussi que ce que cette crise m'a révélé à moi, c'est que il ne faut pas mélanger science et technologie. Toutes ces histoires de vaccins, on va dire de pseudo-vaccins ARN messager, c'est de la technologie. Ce n'est pas de la science. Et si vous préférez, la science n'a pas besoin de la technologie, alors que la technologie a besoin de la science. Autrement dit, la science est supérieure à la technologie. Et ça, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre. Tout ce que vous voyez en ce moment dans la presse, les médias, ce n'est pas de la science, c'est de la technologie. Et la technologie, elle a une caractéristique, c'est qu'elle peut être meurtrière. Alors que la science, c'est de la connaissance, ça ne peut pas être meurtrier. Donc, tout ce que vous voyez en ce moment sur ces revues, entre guillemets, scientifiques, il y a une mainmise de la technologie pour que la science soit évacuée, pour qu'on confonde science et technologie. Si c'est technique, il y a de la science, ça c'est vrai. Mais la science, c'est beaucoup plus que simplement de la technologie. Et si on avait bien compris ça, eh bien, on aurait un regard un petit peu plus prudent sur ces injections. J'avais donc une suggestion, puisque nous sommes en crise, que ça risque de durer, donc c'est pas nous qui allons la régler, puisqu'il y a beaucoup de cheveux blancs dans la salle. Et donc ma suggestion, c'est sur vos prochains films, est-ce que vous pouvez mettre une touche pour intéresser les ados? Alors, les ados laissant à désirer d'ailleurs. Alors, il y a une partie de la population, parce que j'ai un enfant, qui est mon dernier est sorti de l'adolescence, et lui est très sensible au débat que nous pouvons avoir, et il est très sensible à tout cela, et il est influencé
par un courant artistique, enfin qui se veut artistique, qui est celui du hip-hop. Et il y a aussi une prise de conscience dans cette génération, mais qui n'est pas celle des ados. Parce que je crois que celle des ados, elle a été quand même pas mal traumatisée par ces 3 dernières années. Et au contraire, c'est pas comment faire, c'est à nous tous de faire quelque chose pour ces générations, pour, enfin en tout cas moi, pour mes neveux, mes petits cousins et tout ça, pour les accompagner, parce qu'ils sont en distorsion cognitive, parce qu'ils ont subi des injonctions complètement paradoxales, parce qu'on leur a parlé d'une injection, non pas pour leur santé, mais pour leur loisir, et que moi j'aime beaucoup votre question, parce que votre suggestion, pardon, parce que ça me fait penser aussi au fait que notre société est devenue une société d'adolescents. Nous ne sommes que entourés d'adolescents en crise, qui souhaitent avoir quelque chose tout de suite, sans aucune verticalité, un peu comme celui qui dirige notre pays. On a un vrai problème, parce qu'il n'y a plus de sens de la responsabilité, il n'y a plus le sens du devoir, il y a le sens de la jouissance immédiate, du plaisir. Ça, c'est un vrai problème et qui va au-delà, à mon sens, de votre suggestion. Mais c'est à nous tous, avec les cheveux gris, de faire ça, parce que nous avons un tantinet de sagesse, de cœur, d'expérience, et qui d'autre que nous pouvons nous occuper de cette génération qui peut être effectivement une génération perdue, parce qu'il n'y a plus de repères. Parce que ce qui les intéresse, c'est ce que le matérialisme à tout craint tente de leur imposer. Alors, il y a, je dirais, le mirage écologique, mais là aussi, le mirage écologique, il est fait de façon totalement virtuelle. Parce que c'est très beau de dire qu'il faut protéger la nature, il faut protéger notre planète. Bien sûr, encore du paternalisme, encore le fait que l'homme, c'est l'autocentration, tout tourne autour de l'homme. Non, on n'est rien. Donc à partir du moment où on comprendra qu'on n'est rien, et qu'au contraire, quand on aura quitté cet orgueil de Babel, à ce moment-là, oui, on pourra se pencher sur quelles sont les solutions à avoir, mais sans se départir de cet orgueil qui est de prétendre qu'on pourrait être à l'origine de tout et qu'on est au centre de tout. Pour moi, c'est la plus grossière de nos erreurs. Après, la suggestion par rapport aux autres épisodes que j'ai à faire, là, certes, l'audience est plutôt âgée. Il n'en demeure pas moins que j'en ai fait à Paris, où j'avais des jeunes étudiants, et j'avais un groupe de 25 étudiants, et qui ont tous trouvé absolument génial le fait de se pencher sur des problématiques philosophiques. Et ils ont été beaucoup plus attirés par la philosophie, par la littérature, par des choses qu'ils connaissaient. Et ça, c'est intéressant. Mais ils étaent gênés parce qu'ils étaient dans un problème de loyauté et un problème de croyance. Le produit de ces injonctions paradoxales, le produit de cet appel à la conformité ou au conformisme, a donné des jeunes qui n'ont plus envie forcément de réfléchir. Et donc là, le fait de les amener à réfléchir en se disant mon cher, est-ce que ce que tu vois, est-ce que c'est bien réel ou est-ce que c'est une illusion? Mais comme la majeure partie d'entre eux ont grandi avec des tablettes,
machin, comment est-ce qu'on appelle ça, des smartphones. Des jeux vidéo, et qu'ils ont toujours préféré le jeu vidéo au fait d'aller construire une cabane ou d'essayer de fabriquer ne serait-ce qu'un transistor. Oui, il y a un décalage. Donc ensuite, on est vraiment dans l'univers que je dénonce, qui est celui des soi-disant valeurs, et on n'est plus dans la responsabilité, le fait de se mettre au niveau de ce qui est. Vous voyez ? Et donc la suggestion, j'ai fait des études de marketing jadis, il y a quelques années, et je me suis toujours refusé à faire en fonction d'eux. Je me refuse à faire ça. Ensuite, il est vrai que quelquefois j'entends dans l'audience, c'est dense son truc, il y a beaucoup à apprendre, mais c'est parce que nos semblables n'ont plus le réflexe de réfléchir, n'ont plus le réflexe de s'interroger, de faire de l'introspection. Et pour la jeunesse, pareil. Moi, j'ai pas envie de me mettre au niveau de la jeunesse avec 250 mots de vocabulaire et que des termes de rejet ou de moquerie. J'ai pas envie de me mettre à ce niveau-là. J'ai pas envie de me fourvoyer, pardon pour l'expression, mais il y a un moment aussi où le fait de prendre conscience de sa propre existence et de l'existence de l'autre passe par là, passe par... Et donc je pense que c'est à nous, tous, avec les cheveux grisonnants, à accompagner ces générations. Et avec tendresse, avec amour. Et humilité, merci, oui. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, à votre suggestion. Merci Christophe pour ce film. Je suis là. Pardon, oui. À un moment donné, vous parlez avec Laurence Delabaume de vibration, de résonance. Et j'aurais voulu en savoir un peu plus parce que c'est le côté qui nous intéresse tous, le collectif dont je fais partie, puisque depuis les problèmes sanitaires et depuis le Covid, nous avons de grandes tendances à nous tourner vers les thérapeutes holistiques. Donc on laisse un peu tomber l'allopathie et on va vers les thérapeutes holistiques. Donc je ne connais pas cette personne, Laurence Delabaume. Il y avait Yann aussi. Lefebvre. Yann Lefebvre, merci. Et ce sont deux personnes qui m'ont semblé extraordinaires par rapport à l'interview que tu nous as confiée. Et j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur cette résonance, cette vibration, et si on pouvait adhérer à quelque chose qui existe par leur entremise. Merci. Alors, donc Laurence, elle a été une journaliste, elle l'est toujours, elle est devenue écrivaine, et elle a travaillé avec de très grands chercheurs. C'est grâce à elle que j'ai pu rentrer en contact avec Pierre-Mario Biard, ce professeur en épigénétique. Et elle a travaillé sur la contagion du cœur. Outre le fait que la puissance électromagnétique du cœur est 5000 fois supérieure à celle du cerveau, Nassim Haramein aussi le développe dans ses recherches. Et donc Laurence s'est intéressée à cela. Elle est aussi très imprégnée de la culture de l'Inde et de tous les aspects de la méditation. Et elle est en train de rédiger un autre ouvrage. Et d'ailleurs, Jean-Claude Vinoy, que tu connais, que vous connaissez bien, là, tous les trois, participe aussi à
à l'élaboration de cet ouvrage. Donc elle ne fait que, c'est un peu comme un passeur, si tu veux, elle n'est là que pour transmettre ce qu'elle a appris auprès de grands scientifiques. Quant à Yann, alors ce qui est assez drôle en soi, parce que c'est aussi une belle synchronicité, c'est que l'un et l'autre vivent très proches et dorénavant se connaissent grâce au film, se côtoient désormais, et c'est un peu aussi avec d'autres des intervenants que j'ai pu mettre en relation, et maintenant ils travaillent de concert. Et Yann, lui, a eu, et j'en parlais tout à l'heure à Marc, il a eu une expérience assez inédite, puisqu'il a eu un infarctus le vendredi de Pâques, et alors que c'est un être de grande profondeur, et qui est un grand méditant, et il m'a appris pas mal de choses d'ailleurs, il a senti que son cœur flanchait, il est allé doucement à l'hôpital à Toulon, et là il m'a dit qu'il s'est laissé descendre en priant et en ayant confiance, et c'est le lundi de Pâques qu'il a reçu la lumière, et pour faire de cette longue histoire un résumé, il m'a dit, ben, tu vois, avant je croyais que je m'aimais et je me suis fourvoyé, et, en fait je faisais semblant, maintenant je sais que je m'aime. Et de me dire, tu vois, il m'a fallu 2 infarctus, parce qu'il en avait fait un avant, pour me rendre compte à quel point il était à la fois difficile mais excessivement simple de s'aimer. Et moi je me plais à répéter que le chemin le plus dur à parcourir dans notre vie, puisque j'ai aussi la qualification de thérapeute, puisque j'ai aussi fait du soin holistique, et, bref, c'est le chemin le plus long, c'est celui qui est entre la tête et le cœur. Paradoxalement. Et c'est vachement dur de s'aimer. Hein. C'est vachement dur. Et j'ai fait des soins avec Yann, et à chaque fois il me disait, allez Christophe, vas-y, sois gentil avec toi, parce que je suis super exigeant avec moi. Bon. Et sois gentil avec toi, t'es trop méchant avec toi, sois gentil avec toi comme tu l'es avec les autres. Et c'est un principe que j'ai énoncé à un nombre de patients pendant mes années de suivi. Et là, plus j'avance aussi, avec ces magnifiques personnalités comme celle de Marc, mais plus je me rends compte, en fait, à quel point je sais rien. Et c'est en nous-mêmes, donc pour répondre à ta question, c'est simplement s'accueillir, et c'est pas aller chercher ailleurs, c'est pas aller chercher un exemple d'un Sadhguru ou d'un docteur Dispenza ou d'un autre, non. C'est juste soi avec soi, quoi. Il n'y a pas de méthode, enfin je pense pas, hein. Maintenant, tu vois, j'ai des personnalités comme celle de Marc, mais d'autres, hein, Philippe Guillemont, Laurence, il n'y a pas de règle. Alors on peut suivre, on peut être attiré par le fait de suivre quelqu'un, mais c'est exactement la même chose. On n'est pas soi, parce que cette personne elle est unique, et nous-mêmes aussi nous sommes uniques. Et si cette personne est parvenue à s'épanouir et à s'aimer, c'est parce qu'elle avait son propre chemin, mais on a tous notre propre chemin, et je crois que vraiment le truc c'est en nous-mêmes. Hein. Alors je peux compléter ce que dit Christophe. Donc, comme il l'a dit, moi le vendredi de Pâques, j'ai fait une décompensation cardiaque, c'est-à-dire que le poumon se remplit d'eau et vos jambes gonflent comme des outres. Il a fallu appeler le SAMU, sinon je serais mort.
Donc ça, c'est des synchronicités. Puisque ça me montre que je suis connecté à Yann, en fait, sans le savoir. Parce que lui, il a sa pathologie, j'ai la mienne, mais on a un point commun, c'est que c'est le cœur. Donc on a des choses à apprendre. De ce côté-là, on a beaucoup de choses à apprendre. Et ce qui s'est passé après mon mois d'hôpital, je me suis posé une question idiote. Et je l'ai mis sur mon réseau de Facebook. Que veut dire augmenter son taux vibratoire? Vous voyez ça partout. Pour être en bonne santé, il faut augmenter son taux vibratoire. Sachant que personne ne vous définit ce qu'on entend par taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est exactement le taux de vibration de quelqu'un, ou d'une maladie, ou je ne sais pas quoi? Et surtout, pourquoi l'augmenter? Parce que si vous suivez les lois de la physique quantique, plus vous augmentez votre fréquence, plus vous ancrez dans la matière. Pour sortir de la matière, il faut diminuer sa fréquence. Et ça, personne ne le dit. Alors du coup, j'ai craqué. J'ai posé la question à Facebook. J'ai un réseau d'amis, et puis alors là, j'ai eu des milliers de réponses. De tout. Et puis, j'avais évidemment mes réponses à moi. Mais là, c'est mon accident cardiaque qui m'a dit, qui va être guidé. Surtout, ne donne pas ton avis. Laisse parler les autres. Parce que c'est le gros défaut des gens comme moi, c'est comme on a la science, et quand vous avez des enfants, quand vos enfants vont à l'université, qui c'est qu'ils rencontrent? Des gens comme moi. On a la science, et on parle, et on parle, et on parle, et on a la connaissance. Et mon mois d'hôpital m'avait fait comprendre que bien sûr j'avais de la connaissance, mais que malgré toute cette connaissance, j'ai failli mourir. Et donc ça vous interroge. À quoi sert la connaissance? C'est pour être en bonne santé. C'est comme ça que moi je voyais le problème. Si être intelligent, autant être en bonne santé. Si on se croit intelligent et qu'on en arrive à faire ce genre d'accident, c'est bien qu'on n'a pas tout à fait tout compris. Alors j'ai posé la question et j'ai eu plein de réponses, et en particulier, il y a un de mes amis Facebook qui a eu l'idée d'interroger ChatGPT. Il a pris ma question et il l'a mis comme ça dans ChatGPT. Et ChatGPT a donné une réponse, évidemment. Et ça me fait toujours marrer, parce que quand j'entends ChatGPT, j'entends qu'on a des gaz à libérer. Et la réponse de ChatGPT était très, comment dirais-je, très polie. Et qu'en fait, il définissait pas plus. Il disait juste que le taux vibratoire, c'est une métaphore qu'utilisent certaines personnes pour parler de l'état de santé des gens ou de la manière dont fonctionne l'univers. Et ça, c'est mon côté, hargneux. Je lâche rien. Et du coup, une fois que tout le monde s'est exprimé, alors vous savez, sur Facebook, quand vous posez une question comme ça, vous avez une montagne de réponses, tout le monde y va, et puis après, c'est comme les vagues, ça retombe. Et là, je me suis exprimé. Et donc, j'ai fait un document de 18 pages. C'est ma manière de m'exprimer, j'écris, où j'explique ce que c'est pour moi un taux vibratoire, pourquoi il faut pourquoi si on veut le monter, il faut penser à longueur d'onde et pas en fréquence. Ça, c'est pour être en cohérence avec ce que nous apprend la physique quantique. Et surtout que ce qui est important, en fait, c'est pas la fréquence, c'est pas la longueur d'onde, c'est un terme un petit peu technique qu'on appelle la phase. La phase, pour ceux qui me connaissent, c'est un petit peu mon dada. C'est l'expérience où vous prenez des métronomes et vous les mettez sur une planche. Et puis vous mettez bordel, c'est-à-dire que chaque métronome fait ce qu'il veut. Et puis pour peu que la planche puisse vibrer à la même fréquence que les métronomes, eh bien tout le monde se met ce qu'on appelle en cohérence. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une cohérence. Et je pense que le taux vibratoire, c'est exactement ça. Nous avons plein de petites ondes qui ont chacune leur phase. Et notre rôle en tant qu'être humain, c'est de mettre tout ça en phase, c'est-à-dire ces choses-là vibrent indépendamment de nous, mais il faut que nous vibrions aussi. Nous acceptions de vibrer à ces fréquences-là, et à ce moment-là, tout se met en place
et vous n'êtes plus fait de 10 puissance 13 cellules, vous êtes fait d'un seul corps. Vous êtes ce qu'on appelle une entité holistique. La notion de cellule ne s'applique plus, ou alors vous êtes une gigantesque cellule. En fait. Et quand vous allez sur cette notion de phase et de cohérence, j'ai trouvé, ça c'est un autre ami Facebook qui m'avait donné la clé, ce très beau travail de David Hawkins, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que on va retrouver chez David Hawkins, dans son échelle de conscience, exactement cette histoire de mettre en cohérence de phase des choses qui sont en nous et des ondes qui s'additionnent. Et si vous avez l'occasion, donc, le document est en libre accès. Si vous n'avez pas, si Facebook vous donne des boutons, vous allez sur mon site et je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Hein. Et là, vous aurez une synthèse un petit peu de ça, et qui, moi, me permet un petit peu de... Ça m'a permis de comprendre ce qu'a dit Christophe. C'est-à-dire que finalement, ce qui est bien dans l'échelle de Hawkins, c'est que l'amour est un point critique. C'est-à-dire que vous avez un premier point critique qui est le courage, qui vous permet d'aller de bas taux vibratoire au taux moyen, qui est celui de à peu près tout le monde. Et vous avez un deuxième point critique qui est l'amour. Et quand vous dépassez l'amour, vous devenez ce qu'on appelle un avatar, c'est-à-dire un être illuminé, c'est l'illumination. Et je trouve que c'est très bien de pouvoir faire ce parallèle entre la physique quantique et la conscience. Et ça, c'est un cadeau que je vous offre, complètement gratuit. Voilà, j'ai tellement attendu le tour de micro que je ne me souviens plus de ma question. Plus sérieusement, c'était pas une question, c'était plutôt une anecdote, et pour répondre aux personnes qui ont posé des questions sur les nanoparticules et le graphène. Et donc j'ai une anecdote là-dessus. J'ai été mis en contact il y a peu de temps, il y a quelques mois. Donc en fait, c'était un laboratoire de Nice. Je vais éviter les noms et je vais éviter les personnes. Un laboratoire de Nice qui travaille pour l'armée et pour le gouvernement. Et donc, on était il y a quelques mois de cela. Voilà. Il faisait une étude, et donc il faisait toutes sortes d'études, et il faisait une étude notamment pour savoir la différence qu'il y avait entre les vins biologiques et les vins normaux, ordinaires, et voilà. Et ils ont contacté une quinzaine de viticulteurs qui faisaient du vin biologique, et ils ont pris leur vin et ils l'ont fait passer en spectrométrie de masse pour essayer de savoir les différences qu'il y avait. Et un de ces viticulteurs est venu dans la région, il était du Bordelais, il est venu dans la région, et il a dit « je ne suis pas très loin de Nice, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Il a rencontré le scientifique donc, qui travaille pour la défense, pour le gouvernement. Il lui a dit, est-ce que je peux vous rencontrer? Ce serait bien qu'on puisse se parler, puisque je vous ai fourni du vin, vous m'avez fait un compte rendu sur le vin biologique, tout ça. Et donc, en fait, ils n'ont fait parler de vin que pendant 10 minutes. Et le sujet récurrent qui est arrivé tout de suite, c'est et le vaccin. Et donc, cette personne-là a dit, ben, écoutez, c'est simple, dès qu'on a eu les vaccins, on les a fait passer en spectrométrie. Et donc, effectivement, sa première réaction, ça a été de dire on était consternés. Ils ont fabriqué ça à côté d'une décharge. C'était sa réaction. Et après, il a confirmé qu'effectivement, il y avait bien des nanoparticules et des nanoparticules de graphène à l'intérieur. Ce qui interpelle énormément, donc, c'est que c'est une personne qui travaille pour la défense et qui travaille pour l'État, et que donc l'État le savait très bien. Voilà, c'est tout. Mais il y a eu, merci de le rappeler, mais bon, il y a eu ce que l'on a appelé ensuite le Pfizergate, pardon, et tout ce qui s'est passé au niveau européen pour malheureusement confirmer ce que les complotistes dont je faisais partie déjà il y a 3 ans
avait peur. Maintenant, c'est avéré, c'est dans le domaine public. Hein. Oui, bien sûr. On peut même revenir sur le terme complotisme, puisqu'en fait, c'est un terme qui s'adresse aux ignorants de l'histoire, aux gens qui ont mal suivi les cours d'histoire, s'ils savaient que depuis l'aube de l'humanité, tout n'a été que complot et conspiration. Mais ça, visiblement, il y a des gens qui l'ignorent. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Parce que, comme je vous dis, je suis hargneux. Quand on me dit ça, bon, j'ai fait un stage de spectrométrie de masse quand j'étais ingénieur, donc je connais très bien la technique. Mais quelle était la masse molaire de ces nanoparticules? Je peux pas. Voilà. Non, mais c'est ça le point critique. Je peux pas. Parce que la spectrométrie de masse est limitée. Oui. C'est-à-dire, vous pouvez voir des petites molécules, et ça, je peux vous le dire, quand il y a des petites molécules, on sait mesurer la masse avec 6 décimales, et donc on sait exactement ce qu'il y a. Mais pour les nanoparticules, il faudrait qu'elles soient vraiment très, 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 très petites pour qu'on puisse les voir avec cette technique. Donc voilà, j'aurais juste aimé savoir l'ordre de grandeur. Ouais, je ne peux pas vous. Oui, non, mais c'est pas une critique. Visiblement, la personne était certaine de ce qu'elle avait vu et de ce qu'elle avait analysé. Non, parce que si ce que vous dites est vrai, c'est très grave. C'est très grave, oui. Merci pour ce film. La première fois où j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu un sentiment il y a quelque chose de l'air du temps qui se matérialise sur l'écran. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que l'eau, alors je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, est-ce qu'on peut dire de l'eau que c'est la matérialisation de la conscience? Oui, je vois pourquoi Christophe m'a donné le micro. Alors là, vous soulevez un point vraiment crucial. Qu'est-ce que la conscience? Alors, pour moi, la conscience est claire, et ça, je le partage avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Guillemot. La conscience est quelque chose qui est partout, et qui, en fait, vous pouvez voir ça comme un champ d'information, et que ce champ d'information, c'est gratuit. Il faut juste vous y connecter. Mais voilà, comment on se connecte à ce champ? Pour moi, il est clair que l'eau a un rôle crucial à jouer là-dedans. Alors, j'ai deux façons de le justifier. La première façon, elle est très simple, c'est parce que quand vous prenez les scientifiques sont champions de compter, donc quand vous comptez le nombre d'atomes dans l'univers, le premier élément qui sort, c'est l'hydrogène, qui est de loin le plus abondant. Ensuite, vous trouvez l'hélium. Pourquoi? Bien parce qu'une étoile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brûle de l'hydrogène pour fabriquer de l'hélium. C'est normal qu'il y ait plein d'hélium s'il y a plein d'hydrogène. Le problème de l'hélium, c'est que c'est un élément qui n'aime pas se lier aux autres éléments. C'est ce qu'on appelle un gaz monoatomique. Donc une fois qu'il est fabriqué, il ne se passe rien. Et devinez quel est le troisième élément? C'est l'oxygène. Et donc les deux éléments les plus abondants de l'univers qui acceptent de copuler ensemble, pour être un petit peu, pour alléger l'ambiance, qui acceptent de copuler ensemble, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Et devinez quel est le résultat du mariage de l'oxygène et de l'hydrogène? C'est l'eau. Donc la molécule d'eau est la substance la plus abondante de l'univers. Le champ d'information de l'univers est infini. C'est logique de prendre l'eau comme interface de connexion. Après, c'est plus compliqué à expliquer comment ça marche, parce qu'on a du mal à voir une petite molécule comme ça, H2O, qui va servir d'interface. Mais c'est là où vous dites que l'eau n'existe pas en fait en tant qu'H2O, c'est une vibration, une musique, et que quand vous avez plein de molécules d'eau, chaque molécule d'eau joue sa musique, avec des phases différentes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ces phases en cohérence. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle un domaine de cohérence.
Et ça, c'est tous les travaux que j'ai développés avec Luc Montagnier, Jacques Benveniste, pour expliquer comment l'eau peut avoir une mémoire. Et donc, vous voyez que l'eau, pour moi, a forcément quelque chose à voir avec la conscience. En fait, ce n'est pas elle qui donne la conscience, mais c'est l'interface qu'on utilise pour aller chercher de l'information dans cette conscience globale, collective, qui est partout. Et c'est grâce à cette interface aussi qu'on la ramène dans notre corps. Et comme ceux qui me suivent le savent, une femme, c'est 96% en nombre de molécules d'eau, un homme, c'est 97%. Donc nous sommes aussi faits d'eau. Et donc voilà pourquoi j'ai cette faiblesse de croire que l'eau est très importante pour la conscience. Et qu'en travaillant sur l'eau, vous travaillez sur la conscience, vous augmentez votre niveau de conscience. D'où la musique. Travailler avec des diapasons qui sont accordés sur l'eau, je peux vous dire que les sensations physiques que vous aurez, on est en train de vérifier ça sur Internet. Tous les gens qui écoutent ces musiques accordées à la fréquence de l'eau ressentent des sensations qu'ils n'ont jamais en 440 ou même en 432 de diapason. Donc voilà, là vous avez un moyen de vous connecter. Et c'est vibratoire, donc on fait de la musique, c'est génial. Il y a juste à écouter et on se connecte à l'univers. Alors moi je vais être courte. Je voulais vous remercier pour ce film parce qu'il m'a donné beaucoup d'espoir. Le film porte sur l'opportunité de changement et c'est ça qui m'a donné beaucoup d'espoir. Et voilà, de parler d'amour, de conscience, d'entraide, de lien, m'a touchée et c'est vraiment ce qui me porte aussi pour le nouveau monde. Merci. Alors, s'il n'y a plus de questions. Ah, une petite. Je ne vois pas de main qui se lève. Jean-Luc. Devant. Sur ça, je profite de cet intermède pour vous dire que lors du pot qui vous est proposé, Marc pourra aussi vous dédicacer des livres dont il a été l'auteur et il en a apporté quelques-uns ici, si cela vous enchante évidemment. Je vous en prie. Bonsoir, c'est une question facile. Et tout à l'heure, vous parliez d'une appli qui... Alors, l'appli s'appelle Wiki. Wiki App. Et on la trouve sur votre site. Vous tapez Wiki App sur Internet. Ça s'écrit comment? Alors, Wiki, V-I-C-K-Y, A-2-P. Comme WhatsApp. Wiki App. Et si vous pouvez rajouter HTTPS devant ça. Et si vous tapez juste wikiapp.org, ça marche. Ou alors vous tapez Wikiapp et puis Marc-Henri, c'est un site en fait internet. Alors là, vous avez toute une partie où vous avez plus de 100 heures de vidéos de moi qui expliquent ce que c'est que la physique quantique, si ça vous intéresse, les vibrations, tout ça. C'est des cours magistraux en fait, qui sont gratuits. Et puis vous avez ce petit menu musique, où là vous pouvez avoir soit les musiques en 429-62, qu'on met à disposition gratuitement du public, soit les mélodies des végétaux. Et on fait chanter les plantes aussi. Et ça c'est la toute nouveauté dans Wiki. C'est pour ça que c'est bien de garder ce lien quelque part, parce qu'il y a toujours des choses qui vont être ajoutées. C'est ce qu'on appelle la cinématique, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'on envoie la musique et on l'envoie dans de l'eau pour la faire vibrer. Et donc on a des formes géométriques. L'eau se structure en forme géométrique au rythme de la musique qu'on lui envoie. Ça fait que vous avez la musique et l'image, une vraie vidéo. Alors c'est très joli à projeter, puis c'est agréable à écouter. Voilà, donc Wiki App.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, effectivement, je crois qu'on peut remercier nos deux invités pour leur générosité. Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin à communiquer, ou sinon on va directement se rafraîchir auprès du groupe qui est proposé par le magasin Saint-Louis de Puy. Non, merci d'être resté jusqu'à cette heure tardive, un dimanche, après avoir ingurgité 2 heures d'information. Merci à vous d'être resté, d'avoir posé ces questions si pertinentes. Merci à vous. Merci beaucoup. Très heureux d'être avec vous ce soir.